En 1995, Maria Conceição, 16 ans, arriva en ville. Elle portait un petit baluchon de tissu, c'était tout ce qu'elle possédait, et ses yeux brûlaient d'avoir tant pleuré. Elle venait d'un endroit sans nom de l'arrière-pays. Depuis la mort de ses parents, elle avait été élevée par sa grand-mère, dans une pauvreté silencieuse mais impitoyable. Quand sa grand-mère mourut à son tour, Maria se retrouva seule. Elle ferma les yeux de la défunte de ses propres mains, organisa les funérailles et perdit peu après la petite maison en pisé. Le propriétaire lui donna une semaine. Pas d'argent, pas de famille, pas de plan. Seulement la question de savoir pourquoi la vie lui prenait tout si tôt. Une voisine lui donna l'argent du voyage et un conseil sobre. Va dans la grande ville, cherche du travail dans une maison. Ici, il n'y a que la misère qui t'attend. Maria partit sans se retourner. Le voyage fut long, la faim la tenaillait, et elle se força à retenir ses larmes. Elle ne voulait pas arriver comme une mendiante. Mais la ville était bruyante, indifférente, écrasante. Elle demanda le quartier des riches et fut avertie. Là-bas, ils n'aiment pas les gens comme toi. Maria frappa quand même aux portes, maison après maison. Toujours les mêmes regards, les mêmes jugements rapides. Trop jeune, trop pauvre, inappropriée. Des portes se fermèrent devant elle. Moquerie, rejet, silence. Quand le soir arriva, ses pieds saignaient, son estomac la faisait souffrir, et elle ne savait pas où dormir. Sur le trottoir, elle finit par s'effondrer, regarda un ciel sans étoiles et murmura à l'aide. C'est alors qu'elle vit la dernière maison, grande, calme, presque étrange. Elle rassembla ses dernières forces et frappa. Une femme au regard sévère ouvrit. Maria ne demanda pas de pitié, mais une chance. Elle avait faim, elle était fatiguée, désespérée. La femme écouta, froide, calculatrice. Puis elle se présenta comme Dona Isaura et offrit du travail. Un salaire modeste, mais de la nourriture et un lit. Maria accepta avant même qu'elle n'eût fini de parler. Les conditions suivirent immédiatement. Sa place serait à l'arrière de la maison, dans la cuisine, invisible. Lever à 5 heures. Travailler jusqu'à ce que ce soit permis. Pas d'erreur, pas de familiarité, pas de méprise. Maria dit oui. À l'intérieur, tout brillait de richesse, et elle se sentait plus petite que jamais. La chambre qu'on lui montra était étroite et sombre, mais c'était un toit. Cette nuit-là, elle resta éveillée, le baluchon serré contre elle, et comprit qu'elle avait été sauvée, mais pas libre. Elle ne se posait qu'une seule question. Combien d'elle-même devrait-elle abandonner pour pouvoir rester? Le matin commença, avant même que le ciel ne prenne couleur. Un coup sec à la porte tira Maria d'un sommeil qui n'avait guère été reposant. 5 heures. Dans la cuisine, Dona Isaura attendait déjà, impeccable, éveillée, implacable. Les mots étaient rares, les ordres précis. Café, fort. Tout à l'heure, pas de répétition. Maria travaillait en silence, apprenait en marchant, gravait les routines en elle, comme si sa vie en dépendait. Peut-être était-ce le cas. La maison était grande et froide. 2 étages, de nombreuses pièces, des sols brillants qui révélaient la moindre erreur. Maria nettoyait, lavait, cuisinait, portait, rangeait. Ses mains devinrent rugueuses, ses épaules lourdes. Dona Isaura examinait tout d'un œil scrutateur, cherchant la poussière comme un prétexte. La critique venait vite, les louanges jamais. À table, le docteur Antonio levait à peine les yeux quand Maria servait. Elle était de l'air pour lui, juste une fonction. Le fils, Carlos Eduardo, se déplaçait silencieusement dans la maison, jeune, éduqué, avec un visage qui montrait plus de fatigue que d'arrogance. Il saluait à peine, non par cruauté mais plutôt par habitude. Pour Maria, c'était aussi une forme d'invisibilité. Elle se tenait à côté, tenant le plateau, écoutant des conversations sur un monde qui n'était pas le sien, et baissait les yeux quand son nom était prononcé, comme si l'on parlait d'un outil. Les jours s'écoulaient les uns dans les autres. Travailler du matin au soir. Nouveaux plats, noms étrangers, commentaires acerbes. Les erreurs étaient nommées devant tous. Maria se taisait, ravalait, continuait. Le soir, elle s'effondrait épuisée sur le matelas étroit, les mains brûlantes à cause de l'eau, le corps fatigué, la tête vide. Ce qui faisait le plus mal n'était pas le travail, mais le sentiment de ne pas être considérée comme un être humain.
Après 2 semaines, elle n'en pouvait plus. Dans l'obscurité de la petite chambre, elle laissa couler ses larmes, doucement, pour que personne ne l'entende. Elle pensait à sa grand-mère, au silence de la campagne, au peu qu'elle avait possédé là-bas. Elle se demanda si elle avait fait une erreur. À ce moment-là, on frappa doucement à la porte. Pas d'ordre, pas de colère. Carlos Eduardo se tenait dans la pénombre. Il avait entendu les pleurs. Un instant, personne ne dit rien. Puis il lui tendit un mouchoir propre, un petit geste, presque maladroit. Maria le prit de ses mains tremblantes. Pour la première fois, quelqu'un dans cette maison lui demandait si elle allait bien. Elle hocha la tête, parla de mal du pays. Il resta un instant, comme s'il voulait dire plus, et murmura finalement de le prévenir si elle avait besoin de quelque chose. Quand la porte se referma, Maria resta seule, le mouchoir à la main, le cœur inhabituellement agité. Rien de grand ne s'était passé. Et pourtant, quelque chose avait changé. Quelqu'un l'avait vue. Cette nuit-là, pour la première fois depuis son arrivée, elle ne s'endormit pas avec la peur, mais avec un sourire doux et prudent. Après cette nuit-là, tout resta extérieurement pareil, et pourtant, quelque chose s'était mis en mouvement. Carlos Eduardo commença à percevoir Maria sans le montrer ouvertement. Un bonjour discret quand personne d'autre ne l'entendait. Un bref regard quand elle traversait le couloir avec du linge. Des bagatelles qui n'avaient guère d'importance pour lui, mais qui, pour Maria, étaient comme un souffle d'air chaud dans une pièce froide. Elle continua à travailler en silence, mais au fond d'elle grandissait une agitation qu'elle ne voulait pas nommer. Un après-midi, il lui demanda dans la cuisine, presque nonchalamment, si elle savait lire. Quand elle répondit oui, surprise par la question, il posa le lendemain un livre sur la table, comme s'il l'avait oublié. Le Petit Prince. Maria le prit avec une révérence prudente. La nuit, elle le lisait à la faible lumière jusqu'à ce que les mots touchent son cœur. Elle comprit plus qu'elle ne s'y attendait, et quand Carlos Eduardo l'interrogea à ce sujet, il réalisa qu'une personne éveillée et pensante se cachait derrière la servante silencieuse. Les conversations restaient courtes, cachées entre les tâches. Elle parlait de sa grand-mère, d'une vie sans choix. Lui parlait des attentes qui pesaient sur lui comme un fardeau. Une proximité naissait, douce, incertaine, mais réelle. Maria savait à quel point c'était dangereux. Chaque regard pouvait trahir ce qui ne devait pas être. Chaque pensée était accompagnée de peur. Donna Isaura remarqua le changement. Le fils restait trop souvent dans la cuisine. Maria avait une autre expression sur le visage, une trace de lumière qui lui déplaisait. Un matin, la tension éclata. Isaura les trouva en train de parler, un rare sourire entre eux. La réaction fut immédiate et dure. Reproches, humiliations, paroles acerbes qui remirent Maria à sa place. Une pauvre servante ne devait pas oublier qui elle était. Maria baissa la tête, sentant la honte brûler, plus forte que toute fatigue. Carlos Eduardo tenta de contredire, mais sa mère lui coupa la parole. À partir de ce moment, la méfiance flotta dans l'air. Les regards devinrent plus acérés, les tâches plus lourdes. Maria continua à travailler, prise entre un sentiment qu'elle ne pouvait contrôler et la certitude que cela lui coûterait tout si cela venait à être découvert. La tension ne dura pas longtemps. Par une nuit silencieuse, alors que la maison dormait et que la lune éclairait la cour d'une lumière pâle, Carlos Eduardo rencontra Maria dans l'arrière-cour. Sa voix tremblait, non de peur, mais de ce qu'il avait eu trop longtemps. Il dit qu'il l'aimait, qu'il ne trouvait plus la paix depuis cette nuit avec le mouchoir. Des mots trop grands pour cet endroit, pour cette réalité. Maria écoutait, le cœur battant à tout rompre, et savait pourtant que chaque mot la mettait davantage en danger. Quand il parla de fuir, d'une vie loin des regards et des jugements, elle ne vit pas la liberté, mais le chaos. Elle l'aimait, oui, mais elle voyait aussi ce que cela lui coûterait et ce qu'on lui ferait. Avant qu'elle ne pût répondre, une voix coupa la nuit en deux. Donna Isaura se tenait dans l'embrasure de la porte, la colère froide et précise. La scène fut vite décidée. Reproches, insultes, un ultimatum. Soit il restait le fils de cette famille, soit il perdait tout. Maria comprit qu'il n'y avait pas de place pour les explications. Elle fit un pas en arrière et lui ôta la décision. Elle dit qu'elle partirait, non par défi, mais pour mettre fin à l'inévitable. La même nuit,
Elle fit ses quelques affaires. Donna Isaura lui tendit son salaire dans une enveloppe, comme pour effacer l'histoire. Maria quitta la maison sans se retourner. Ce n'est que dans la rue sombre qu'elle s'effondra. En un seul instant, elle avait perdu son travail, sa protection et l'amour qu'elle n'avait jamais osé espérer. Pourtant, en partant, elle prit une décision silencieuse. Elle ne se briserait pas à ce stade. La vie lui avait encore tout pris. Cette fois, elle apprendrait à se préserver. Maria disparut du quartier des Mendonça et commença une vie que personne n'observait. Elle trouva une petite chambre dans une pension bon marché et du travail dans une usine textile. Les journées commençaient à l'aube, se terminaient avec des mains douloureuses et un dos à peine droit. Le salaire suffisait à peine, mais il était le sien. Dans la monotonie des machines, elle apprit à ne pas s'arrêter. Le soir, quand les autres dormaient épuisés, elle s'asseyait avec des livres empruntés et étudiait des chiffres, des processus, l'ordre. Non par ambition, mais par le désir silencieux de ne plus dépendre de personne, un jour. 3 ans passèrent. Maria devint plus calme, plus réservée, plus forte. Les souvenirs de la maison, de Carlos Eduardo, n'avaient pas disparu, mais ils ne la contrôlaient plus. Jusqu'à ce dimanche où, en rentrant de l'église, elle vit un journal, une photo, Carlos Eduardo souriant à côté d'une femme élégante. Mariage de l'année. Les mots la frappèrent plus durement que la moindre insulte auparavant. Elle s'assit, lut tout, comme si elle devait absorber la douleur complètement pour pouvoir la laisser derrière elle. Cette nuit-là, elle ne pria pas pour l'amour, mais pour la force de continuer. Peu après, elle franchit le pas qui avait mûri en elle depuis longtemps. Avec ses économies, elle ouvrit une minuscule kitanda à un coin de rue. 2 étagères, un comptoir, son nom au mur. Les premiers mois furent difficiles. Certains jours, les recettes étaient maigres, mais Maria resta. Elle travaillait tôt, fermait tard, traitait chaque client avec respect. Lentement, la confiance grandit. Le petit commerce devint un lieu où elle n'était pas tolérée, mais reconnue. Quand elle commença à croire en un avenir, le passé la rattrapa à nouveau. Une nouvelle à propos de Donna Isaura, gravement malade, proche de la mort. Maria ne ressentit aucune haine, seulement un lourd silence. La question restait en suspens. Devait-elle retourner là où elle avait été brisée autrefois? La réponse ne vint pas immédiatement, mais au fond d'elle, elle savait que ce qu'elle avait bâti était assez solide pour affronter aussi cette épreuve. Le lendemain, le docteur Antonio se tenait dans son petit magasin. Il semblait vieilli, comme si le temps l'avait soudainement rattrapé. Sans détour, il lui demanda de revenir. Isaura était mourante, elle réclamait Maria. Ce n'était pas une demande d'orgueil, mais de nécessité. Maria écouta en silence. Elle regarda les étagères qu'elle avait elle-même remplies, l'endroit qu'elle avait si durement gagné. Retourner signifiait rouvrir de vieilles blessures. Ne pas y aller signifiait se renier. Finalement, elle dit, calmement et fermement, qu'elle viendrait, non par devoir, mais par miséricorde. Quand elle entra à nouveau dans la maison des Mendonça, elle n'était plus la même. Ses pas étaient plus sûrs, son regard clair. Carlos Eduardo se tenait dans le salon. Il semblait épuisé, plus vieux qu'il ne devrait l'être. Un instant, leurs yeux se rencontrèrent, lourds d'années inexprimées. Maria ne se laissa pas arrêter. Elle était là pour sa mère. Isaura était allongée dans la chambre obscurcie, amaigrie, à peine reconnaissable. Quand elle vit Maria, ses yeux se remplirent de larmes. Maria s'assit au chevet et commença à faire ce qui était nécessaire, calmement, objectivement, sans reproche. Elle lavait, cuisinait, veillait la nuit, comme si rien d'autre n'avait jamais existé. La maison s'adaptait à elle. Les routines devinrent plus ordonnées, les voix plus douces. Même le docteur Antonio réalisa que Maria ne se contentait plus d'aider, elle dirigeait. Carlos Eduardo l'observait de loin. La jeune femme qui autrefois traversait le couloir en tremblant avait disparu. Devant lui se tenait une femme adulte qui savait qui elle était. Quand il essaya de lui parler, elle maintint clairement la distance. Il s'agissait de soins, de responsabilité, pas du passé. Pourtant, derrière ce calme, il y avait une tension. Tous deux étaient l'idée conscients que ce retour était plus qu'une visite.
C'était une épreuve pour tout ce qu'ils étaient devenus. L'une des dernières nuits, Isora laissa Maria s'approcher du lit. La voix de la vieille femme était fragile, mais claire. Elle dit qu'il y avait quelque chose qu'elle n'avait jamais prononcé, quelque chose qui avait empoisonné sa vie et celle de Maria pendant des années. Maria écouta, immobile. Isora avoua que la mère de Maria avait fait partie de la famille, lointainement, mais clairement. Une femme qui avait aimé celui qu'elle n'aurait pas dû aimer, et qui avait été bannie pour cela. Maria n'avait jamais été une étrangère. Elle avait toujours fait partie d'eux. Les mots tombèrent lourdement dans la pièce. Maria sentit quelque chose se dénouer en elle et en même temps se reformer douloureusement. Toutes les humiliations, la froideur, la cruauté prirent un autre sens. Ce n'étaient pas seulement les différences de classe qui avaient animé Isora, mais la peur. Peur de la vérité, de la perte, des revendications qu'elle ne pouvait contrôler. Isora demanda pardon, non pas bruyamment, non pas de manière dramatique, mais épuisée, comme quelqu'un qui sait qu'il ne reste plus de temps. Maria répondit calmement. Elle dit qu'elle avait pardonné depuis longtemps, non par grandeur, mais pour être libre. Quelques jours plus tard, Isora mourut dans son sommeil, sans lutte, sans mots. Maria lui ferma les yeux, comme elle l'avait fait autrefois pour sa grand-mère. Un silence plus lourd que toutes les disputes précédentes régnait dans la maison. Lors des funérailles, il fut frappant de voir avec quelle évidence Maria organisait tout. Personne ne demanda plus pourquoi elle était là. On supposait qu'elle en faisait partie. Après l'inhumation, la famille se réunit pour l'ouverture du testament. Maria voulait partir, mais le docteur Antonio lui demanda de rester. La décision de la défunte était claire. Quand l'avocat lut, la pièce devint silencieuse. Isora avait légué à Maria la moitié de sa fortune personnelle, en signe de remords et de reconnaissance. Des mots comme gratitude, pardon et amour furent prononcés, formulés sobrement, mais irréversibles. Maria les écouta comme s'ils concernaient quelqu'un d'autre. Le choc était encore profond quand, quelques jours plus tard, le docteur Antonio mourut subitement. Une crise cardiaque, rapide, définitive. Avec lui tomba le dernier pilier de l'ancien ordre. Dans son testament, il confirma ce qu'Isora avait commencé. Maria fut officiellement reconnue comme membre de la famille et reçut une autre partie de la propriété. En une semaine, sa vie avait radicalement changé. De soignante à héritière, d'aide tolérée à propriétaire. Carlos Eduardo comprit alors ce que ses parents avaient toujours su. Maria n'avait jamais été en dessous d'eux. On l'avait seulement empêché de le savoir. Tandis qu'il oscillait entre le deuil et la culpabilité, Maria restait silencieuse au centre de cette tempête. Enrichie par la perte, reconnue par la mort. Elle savait que ce n'était pas une victoire, c'était un seuil. Et au-delà, attendait une décision que personne ne pouvait prendre à sa place. Après les enterrements, l'équilibre dans la maison changea de manière perceptible. Les conversations se firent plus discrètes, les regards plus prudents. Maria se déplaçait dans les pièces avec un calme que personne ne remettait en question. Elle possédait maintenant ce qui lui avait été refusé autrefois, mais cela ne ressemblait pas à un triomphe, plutôt à une responsabilité. La ville commença à parler. Certains l'admiraient, d'autres cherchaient des explications qui sauvaient leur propre ordre. Maria n'entendait rien de tout cela. Elle avait appris que les rumeurs n'ont de pouvoir que si on leur donne de l'espace. Patricia réagit différemment. La nouvelle du testament la frappa comme une offense qu'elle ne pouvait accepter. Elle ne voyait pas en Maria la femme qui avait soigné et pardonné, mais une menace. Lorsque le docteur Antonio mourut également, et qu'il fut évident à quel point la fortune revenait à Maria, la façade de leur mariage s'effondra. Des dettes furent révélées, des promesses s'avérèrent vides. Patricia quitta la maison furieuse, convaincue d'avoir été trahie, et laissa Carlos Eduardo avec ce qu'ils avaient déconstruit et gâché ensemble. Maria ne se retira pas. Elle utilisa les moyens dont elle disposait maintenant, de manière réfléchie et ciblée. Le petit magasin devint une entreprise, d'abord modeste, puis en croissance constante. Elle investit dans ce qu'elle comprenait: le travail, la qualité, la fiabilité. En quelques mois, elle s'était fait un nom,
non par l'éclat, mais par la cohérence. L'histoire de la servante devenue entrepreneuse fit le tour, mais Maria resta elle-même. Carlos Eduardo, quant à lui, perdait pied pas à pas. Sans parents, sans épouse, accablé de dettes, il vit le monde qu'il avait porté disparaître. Finalement, il se tint devant Maria, dans son bureau, non plus comme le fils d'un médecin respecté, mais comme un homme qui n'avait plus rien à cacher. Il ne demanda pas d'argent. Il demanda du travail, une opportunité de recommencer. Maria l'écouta, sans hâte. Elle se souvint de la cour au clair de lune, de la nuit où elle était partie. Elle aurait pu le repousser, sans justification. Au lieu de cela, elle posa des conditions. Il travaillerait comme les autres, des heures matinales, des tâches simples, des limites claires. Pas de proximité, pas de passé. Carlos Eduardo accepta, sans hésiter. À partir de ce moment, ils travaillèrent dans la même entreprise, mais de côtés opposés. Maria en tant que propriétaire, Carlos Eduardo en tant qu'ouvrier d'entrepôt. Les rôles étaient inversés, mais la tension demeurait. Maria l'observait porter de lourdes caisses, silencieux, fiable. Il apprit ce que signifiait se définir par la performance. Entre eux, restait inexprimé ce qui était et ce qui aurait pu être. Rien n'était encore décidé. Une seule chose était claire. La vie leur avait donné une deuxième scène, et cette fois, chaque action compterait. Les mois passèrent, et avec eux, l'atmosphère dans l'entreprise changea. Carlos Eduardo travaillait sans se plaindre, acceptait chaque poste, chaque heure supplémentaire. Il parlait peu, gardait le regard droit, traitait les autres avec respect. Pour le personnel, il fut bientôt simplement l'un des leurs. Pour Maria, il restait une épreuve. Elle voyait sa discipline, la fatigue, la honte silencieuse. Elle gardait ses distances, respectait les règles, se retenait. La proximité était un risque qu'elle ne s'accordait pas. La ville remarqua le renversement des rôles. On chuchotait, on insinuait, on jugeait. Carlos Eduardo apprit à supporter cela. Il avait perdu ce qui le protégeait et avait trouvé autre chose, la dignité dans le travail. Le soir, quand les halls étaient livides, ils se rencontraient parfois dans le couloir. Un bref hochement de tête, un bonsoir neutre. Sous la surface, tout restait non dit. Un soir, il demanda à parler. Il la remercia pour la chance, dit qu'il ne voulait rien de plus que prouver qu'il pouvait assumer des responsabilités. Maria répondit froidement que c'était une décision commerciale. Quand il avoua avec hésitation qu'il l'avait toujours aimée, elle mit fin à la conversation. Les mots ne changèrent rien, dit-elle. Les actions peut-être. Elle le laissa là, seul avec ce qu'il avait gâché. Peu après, l'appel arriva dans la nuit. Pluie. Un accident sur la route. Carlos Eduardo en soins intensifs, entre la vie et la mort. Patricia était dans la voiture. Elle n'avait pas survécu. En Maria, tout ce qu'elle avait contrôlé s'effondra. Orgueil, distance, rancœur. À l'hôpital, elle s'assit à son chevet, lui tint la main, priant non pas pour la justice, mais pour le temps. Quand il se réveilla, elle était là. Il parla de culpabilité, de peur, de la tentative de la protéger quand tout s'effondrait. Maria écouta sans jugement. Près de la fin, il n'y avait plus de comptes à régler, seulement la vérité. Elle dit que pardonner ne signifiait pas oublier, mais choisir de ne plus porter. Cette nuit-là, elle prit sa décision, non par faiblesse, mais par clarté. L'amour, comprit-elle, n'est pas une récompense. C'est une responsabilité. Carlos Eduardo survécut, mais le chemin du retour fut lent. Les jours devinrent des semaines, les semaines des mois. Maria resta à ses côtés, non pas comme une sauveuse, mais comme quelqu'un qui avait assumé une responsabilité. Elle organisa les médecins, la thérapie, la rééducation. Non pas pour récupérer quelque chose, mais parce qu'elle ne pouvait pas détourner le regard. Dans les heures silencieuses, ils parlèrent de ce qu'ils avaient mal fait. Lui, de sa lâcheté, elle, de son orgueil. Ce n'étaient plus des confessions, mais des vérités sobres. Quand il put de nouveau marcher, il ne revint pas comme un suppliant, mais comme quelqu'un qui avait compris. Il continua à travailler, apprit de nouveau, remit de l'ordre dans sa vie. Maria observa quelque chose se consolider. Pas de grandes promesses, pas de drame, seulement de la constance. Un soir, alors qu'ils étaient seuls dans le bureau,
Il lui demanda si elle pouvait lui pardonner, non pas avec des mots, mais par un pas commun en avant. Maria ne répondit pas immédiatement. Elle avait appris à ne pas prendre de décision par pitié. Elle finit par dire oui, non pas parce que tout était oublié, mais parce qu'elle avait vu ce qu'il était devenu. Ils se marièrent simplement, sans publicité, sans mise en scène. Plus tard, les enfants arrivèrent, d'abord un, puis un deuxième. Il y eut des soucis, des nuits de peur, un début difficile, mais il y eut aussi ce qu'ils ne connaissaient pas auparavant, la paix, la confiance, un partenariat qui avait grandi à travers les fissures. Ensemble, ils dirigèrent l'entreprise avec équité et clarté. Maria n'oublia jamais d'où elle venait. Elle créa des opportunités pour d'autres qui, comme elle autrefois, n'en avaient pas. On la voyait comme une entrepreneuse à succès, une mère, une épouse. Elle-même voyait autre chose, une vie qu'elle n'avait pas reçue en cadeau, mais qu'elle avait construite pas à pas. De la perte était venue la mesure, de l'amour la responsabilité. Et là résidait sa liberté. Les années suivantes se déroulèrent sans grand bouleversement, et c'est précisément là que résidait leur signification. Maria et Carlos Eduardo construisirent leur vie non pas sur ce qu'ils possédaient, mais sur ce qu'ils avaient appris. L'entreprise grandit, mais ils ne la laissèrent jamais devenir plus grande que leurs valeurs. Le travail signifiait la dignité. Le succès signifiait la responsabilité. Les décisions étaient prises ensemble, non par peur, mais par confiance. Maria resta attentive à ceux qui étaient facilement oubliés. De jeunes femmes issues de milieux modestes trouvèrent chez elles du travail et la possibilité d'apprendre. Elle se souvenait trop bien du sentiment de ne pas avoir de voix. Sa maison n'était plus un symbole de victoire, mais un lieu de paix. L'ancienne froideur avait disparu, remplacée par quelque chose d'ordinaire et d'authentique. Le soir, dans le calme, ils s'asseyaient ensemble et parlèrent du passé, sans amertume. Ils savaient que leur chemin n'avait pas été rendu possible malgré la souffrance, mais à travers elle. Maria comprit que le pardon ne l'avait pas rapetissé. Il lui avait donné de l'espace. Carlos Eduardo avait appris que l'amour sans courage reste vide. Quand on les regardait aujourd'hui, on ne voyait pas de légende, pas de personnages de contes de fées. On voyait deux personnes qui étaient tombées et s'étaient relevées. Maria pensait parfois à la jeune fille avec le baluchon en tissu qui avait frappé aux portes d'une ville étrangère. Elle la reconnaissait encore en elle, non comme une blessure, mais comme une origine. Car au final, ce n'est pas l'argent qui avait tout changé, c'était la décision de ne pas se perdre soi-même. Et là résidait la douce vérité de leur histoire. La souffrance peut détruire ou façonner. L'amour peut blesser ou sauver. Ce qui compte, c'est ce que l'on choisit quand on a tout perdu.